On l'avait placé au centre de la salle comme on pose un objet fragile sur un piédestal, pour que chacun s'assure qu'il demeure bien brisé. Les lustres répandaient une lumière d'or sur le marbre, les étoffes bruissaient comme des vagues d'un océan immobile. Les violons jetaient leurs phrases suivant le protocole, mais c'était dans les gestes minuscules, un éventail qui se rabat, un sourire qui ne touche pas les yeux, que la cour disait ce qu'elle savait faire de mieux, tourner la pitié en spectacle. Henri, duc de Malancourt, était assis en chaise roulante. Il ne se tenait pas courbé par l'humiliation. Sa nuque restait droite, son regard posé. On lisait sur son visage la conjugaison de deux choses qui n'appartiennent qu'aux grands. L'ennui des jours trop longs et la lucidité de qui sait lire les intérêts dans les plis d'un vêtement. Autour de lui, on parlait bas, l'air d'une volée de moineaux qui ne veut pas que l'on entende le cri d'une proie. Certains venaient saluer, d'autres, plus cruels, applaudaient comme on applaudit une farce. La chaise glissait sur le marbre avec un froissement métallique. Chaque crissement semblait trouver une écho dans la gorge d'Henri. Il sentit les regards descendre ses mains, remarquait l'absence d'un geste qu'on attendait de lui, l'ombre d'une force qu'on croyait disparue. Il connaissait ce théâtre, savait qu'on pouvait y crucifier l'honneur sans lever le couteau. Il avait appris à reprendre la parole sur le fil d'un silence, à nier la pitié qui se déguisait en compassion. À la périphérie de ce cercle, parmi les dames aux robes empesées et les courtisans aux moustaches apprêtées, Geneviève travaillait. Elle n'était pas une habituée du bal. Ses mains avaient l'odeur du savon et de l'encaustique. Ses ongles portaient les toiles fines du linge frotté à la cendre. On aurait dit qu'elle appartenait à un autre monde, fait de fenêtres étroites et de corridors, où la lumière n'entrait que rarement. Elle avait 24 ans, et quelque chose de la rose blanche qu'elle cousait souvent sous sa robe, discrète, tenue pour elle seule. Elle n'aurait jamais dû être visible ce soir-là. Les domestiques étaient tenus loin des feux de la salle, voire cloîtrés. Mais le coussin des draps à écorner s'était encore égaré, un ravin blanc dans un panier qu'il fallait absolument reprendre avant l'aube. Elle avait les mains dans le linge quand la musique avait commencé. Elle avait la tête pleine de gestes répétés. Et puis elle avait levé les yeux. Ce qu'elle vit n'était pas seulement la chaise ou le visage du duc, c'était la façon dont la foule se tenait autour du silence. Une moquerie contenue, méticuleuse, presque artisanale. Elle sentit l'air s'appesantir comme une porte qu'on ferme sur quelque chose qui gémit. Son cœur, ordinairement avare de grandes pulsions, se mit à battre d'une colère claire. Cette blancheur dorée, cette mise en scène destinée à humilier, lui fit l'effet d'un outrage personnel. Il y avait dans le geste collectif une cruauté qu'elle refusait de laisser sans réponse. Elle posa le drap, serra le pan de sa robe, et, sans mesurer la portée de l'action qui s'ensuivrait, elle traversa la salle. Le bruit cessa comme si quelqu'un eût coupé les cordes des violons. On entendit seulement le frottement de la jupe sur le dallage, puis sa respiration, brève, mesurée. Les regards se tournèrent envers elle. Certains hurlèrent de regarder un acte de prodige, d'autres celui d'une faute grave. Elle offrit son bras au duc comme on tend une offrande, sans bruit, sans fanfare, avec la douceur d'une main qui sait de quoi elle parle. Ce geste était défendu. On ne touchait pas un noble ainsi. On ne faisait pas d'égalité là où l'ordre frappait ses marques. Mais il y avait dans la façon dont Geneviève prit le bras du duc une désertion des codes, une vérité simple. On pouvait tenir l'autre sans l'abaisser. Henri glissa sa main sur son poignet, non comme un roi qui accepte une révérence, mais comme un homme qui reconnaît une âme sœur de douleur. Le silence fut si profond que la chandelle du lustre sembla vaciller. Tout à coup, les murmures devinrent des flèches, lancées l'un après l'autre par des lèvres habiles. On entendit le chuchotement piquant d'un conte qui se croyait irréprochable. « Quelle audace !» souffla-t-il. D'autres ricanaient, moqueurs. Les plus mesquins applaudirent en désignant Geneviève comme on désigne une catastrophe. Quelques-uns seulement baissèrent les yeux, troublés par l'évidence de ce qu'ils regardaient. Henri, sans perdre sa contenance, inclina légèrement la tête vers elle. « Viève », dit-il, sa voix, basse, roulait comme le lierre sur les pierres. Les mots semblaient appartenir à un autre temps, à une intimité que la salle n'avait pas le droit d'entendre.
Elle répondit d'un seul mot, sans détour. « Jeune. » Il y eut alors un échange qui ne fut que regard et respiration. Il y avait reconnaissance, et en même temps, la solitude de deux êtres qui savaient ce qu'on avait voulu faire d'eux. C'était un acte interdit, et c'était surtout un acte vrai. Dans des couloirs où l'on calculait les alliances, selon le poids d'une dot, la vérité se tient rarement ainsi, offerte sans calcul. Son geste détourna le spectacle vers autre chose. Une étoffe honnête, la tendresse d'un contact humain. Les murmures changèrent d'épaisseur. Quelques visages se fardèrent d'une fureur mal contenue. D'autres, plus rares, s'adoucirent. À la table des puissants, le comte d'Armilles sourit de travers. À ses côtés, la marquise de Sénac plissa les lèvres, comme si une idée venait de se frayer un chemin et de trouver son point d'appui. Ils avaient préparé cette soirée, ils connaissaient les codes et les failles. Le geste de la servante leur paraissait une menace. S'ils venaient à se répandre, comment, bientôt, pourraient-ils maintenir l'ordre des choses qui leur assurait honneur et revenu? Le retrait d'une main vers un bras était pour eux l'amorce d'une contagion. Après quelques instants, ou une éternité pour ceux qui avaient été privés de leur silence habituel, Henri fit un pas verbal qui coûtait cher. « Elle a bien fait », dit-il, sobre. Sa remarque eut le bruit d'une pierre lancée contre une verrière. Elle heurta les réflexes de la cour. L'indignation fit place à la consternation. On entendit des éventails claquer plus fort que d'ordinaire. On vit Madame Cloutier, intendant du linge, se redresser, comme si la verticalité du geste de Geneviève l'atteignait personnellement. La règle avait été transgressée. Les pas des domestiques reprirent, nerveux, désorganisés. Certaines dames quittèrent la salle précipitamment, humiliées d'être vues en leur approbation d'un tel spectacle. D'autres, au contraire, restèrent plaçant des sourires étudiés sur leurs visages, comme on arrache une fleur dont on ne veut pas de l'odeur. Geneviève sentait la chaleur monter à ses joues. Ce n'était ni la honte, ni la fierté. C'était la certitude d'avoir accompli quelque chose qui dépasserait la simple portée d'un soir. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour suivre la suite. Le lendemain, la cour était une ville où l'on avait déplacé les pierres. Tout semblait au même endroit, et pourtant chaque repère avait changé de sens. Les salons bruissaient d'interprétations. À ceux qui cherchaient premièrement à condamner Geneviève, s'ajoutaient des notables qui voulaient tirer profit de la situation. Il suffisait de murmurer que le duc cherchait à s'attirer la faveur du peuple pour que d'autres se joignent au chœur, prêts à décréter la naïveté ou la folie du geste. Une ombre plus organisée, cependant, travaillait à transformer l'indignation en arme. Le comte d'Armilles avait besoin d'éloigner Henri du conseil. Le duc, malgré son handicap, avait su garder une voix dans les décisions qui comptaient. Le roi l'écoutait parfois, et ses avis avaient coupé court à plusieurs entreprises financières discutables. Occulter sa présence, le mettre en disgrâce, c'était la manière la plus nette d'effacer une voix gênante. Armilles, pour qui les revenus de certaines concessions faisaient battre le cœur à la prospérité, ajusta son projet avec la minutie d'un horloger. La marquise de Sénac, quant à elle, possédait la grâce froide de ceux qui publient des verdicts au nom du bon goût. Elle connaissait la force des rumeurs, leur façon d'aspirer la dignité comme on siphonne l'encre d'un document. Ensemble, ils imaginèrent un plan simple et habile. Faire comprendre que la servante n'était pas qu'une témoin d'une faute d'étiquette, mais une personne compromise. Une accusation, pas trop grave pour alarmer le roi, assez nette pour jeter l'opprobre, serait le moyen d'obliger la maison à se séparer d'elle sans que la décision ait l'air d'une mesure politique. Il choisissait la stratégie du caillou sous la sandale, une gêne constante plutôt qu'un affront direct. Bientôt, lorsqu'on parla d'un bijou disparu, on sut le nom d'une coupable idéale. Geneviève, pourtant, n'avait rien demandé à personne. Les mots sur lesquels on voulut la faire marcher ne la concernaient pas. Elle connaissait les gestes du linge, pas les subtilités des brocantes nobiliaires. Mais la cour, pour peu que l'on puise de la haine ou de l'envie dans ses veines, aimait offrir des corps en pâture. Ce qui était petit devenait grand. On trouva un mouchoir, brodé aux initiales d'une dame de la maison. On trouva un petit fermoir manquant à une broche.
Les choses furent disposées sur le lit d'une accusation comme on dispose des éléments sur une balance truquée. Madame Cloutier fut la première, par devoir et par peur, à brandir la faute contre Geneviève. Elle n'aimait pas la désobéissance. Le geste de la jeune fille avait atteint sa propre peur du désordre. « Vous devez répondre de ces objets », dit-elle, sèche, dans le petit bureau où l'on conservait les registres du linge. Sa voix ne tremblait pas, mais ses mains étaient à blanche. À l'entendre, la faute de Viève n'était plus seulement un manquement au protocole. C'était une trahison explicitement faite contre une dame, et par ricochet, contre l'ordre qui tenait la maison. On chercha autour. Marthe, sa collègue lingère, fut interrogée à la hâte. Elle connaissait les habitudes de Geneviève, savait sa discrétion, mais craignait de voir sa propre position compromise. Les accusations se tordaient comme des branches, allant chercher à se cacher sous les feuilles d'une vérité approximative. Peu à peu, la rumeur prit forme. On parla d'un déplacement nocturne, de fenêtres mal fermées, d'une porte laissée entr'ouverte. On parla surtout d'une servante qui avait osé s'asseoir dans le cercle d'une noblesse et avait payé le prix de sa témérité. Henry, informé de ces manœuvres, mesura l'étendue du piège. Il n'était pas homme à se laisser conduire par la colère. Il savait que la vengeance d'un noble prend souvent les habits de la justice. Mais il connaissait aussi la valeur d'une parole donnée. Son expérience l'enseignait. Mieux valait agir finement que d'exploser en protestations qui ne freinent que soulever d'autres inimitiés. Il renvoya Mathieu, son fidèle valet, avec des ordres murmurés. Le jeune homme partit, déterminé, sans en dire plus. Il connaissait le laboratoire de la cour, ses allées et venues, et savait où l'on cachait les réponses. Henri fit appeler Geneviève. Il n'ouvrit pas la bouche pour la sermonner ou la gratifier. Il lui offrit une question, comme on offre un point d'ancrage à un bateau trop près du sel. « As-tu pris ce qui t'est reproché ?» Il observa ses mains tachées de travail et de vigueur, et il sut qu'il risquait une chose qu'il n'avait pas perdue, être ému. Elle répondit avec la clarté de qui ne triche pas. « Non, monsieur le duc, je n'ai pris ni broche ni mouchoir. » Ces mots étaient simples, leur vérité avait la qualité tranchante d'un verre. Henri comprit qu'elle disait la vérité pour autant qu'il l'apercevait, et aussi qu'il ne fallait pas croire que la franchise d'une servante imposa naturellement sa protection à la cour. Il pensait au comte d'Armille, à la marquise, à leur sourire troqué pour armer une politique. Il songea à la façon dont une accusation pouvait devenir une prison invisible. Dans un petit couloir, à l'abri des regards, Henri prit la main de Geneviève. Non pour la retenir, mais pour lui donner un seul conseil. Ne parle pas à qui te propose la promesse facile. Que l'on t'offre des menaces en échange d'un mensonge, refuse. La cour saura manier ses filets. Nous laissons peu de choses au hasard. Ces mots étaient prudents, mais on sentait l'urgence derrière chaque syllabe. Elle hocha la tête. Ils ont planté des choses dans mon panier, confia-t-elle à voix basse, comme s'il existait des oreilles prêtes à surprendre jusqu'aux confessions. Marthe a vu quelqu'un rôder près du linge la nuit. Cette indication, livrée sans phare, offrit à Henri un fil auquel se raccrocher. On n'agissait jamais sur des soupçons, on agissait sur des preuves. La rumeur ne suffisait pas à le faire condamner, et Henri savait que si l'on présentait bientôt des documents, il faudrait qu'ils tiennent. La décision fut prise, en fragments. Elle devait être interrogée formellement. Intendant d'Evreux, homme aux regards froids et à la langue toujours prête à servir la convenance, fut chargé d'établir un rapport. On convia aussi quelques témoins, afin qu'ils vinssent attester d'une possible faute. La convocation prit la forme d'une mise en garde. On lui offrirait le choix entre un exil discret, un envoi vers Chambord, loin de la cour, ou une procédure plus publique, aux conséquences incertaines. L'exil, pour beaucoup, paraissait la solution la plus propre. Il ôtait le problème sans provoquer le scandale d'une condamnation. Mais pour Geneviève, l'exil signifiait l'effacement. Loin des regards, loin des possibilités de parler, elle serait oubliée. La nuit qui suivit fut courte et peu généreuse. Dans les couloirs, on voyait des visages sournois qui se réjouissaient d'une prochaine chute. On voyait aussi Madame Rousset, la vieille gouvernante, qui prit Geneviève à part. Son âge lui donnait une clarté autre que celle des jeunes gens.
Elle avait vu les saisons de la cour, et savait que les histoires de grandeur finissaient parfois mal. « Tu as pris un risque », dit-elle sans colère mais avec une tendresse contenue. Ses mains embrassèrent le visage de la jeune fille d'une façon presque maternelle. « Mais tu as montré que nous n'étions pas des meubles, c'est cela qui les dérange. » Geneviève, fatiguée de la journée, mais incapable de se défaire de la sensation d'accomplir quelque chose de juste, garda le silence. Elle n'avait pas mesuré la portée de son geste, elle l'avait fait parce que c'était la chose à faire. Maintenant que la cour tressait ses filets, elle sentait que le monde qui l'entourait se muait en labyrinthe. Sa participation n'était plus seulement morale, elle impliquait de se battre pour sa propre existence. Lorsque l'on vint la chercher, l'air semblait se charger d'une gravité qui n'avait rien d'ordinaire. On lui mit la main sur l'épaule, gentiment mais avec fermeté. « Venez », dit intendant Devreux, et la phrase était un coup près. Elle marcha, sans résister, avec la même dignité qu'elle avait montrée la veille. Sa tête restait droite, comme si, malgré tout, elle portait une couronne invisible. Henri resta un moment seul, écoutant le bruit des pas s'éloigner. La salle, qui s'était remplie d'un venin délicat, reprit ses comédies. Le bal continuait, et l'on croyait qu'en faisant semblant de danser, on pouvait faire oublier la misère des actes. Mais pour Henri, la chose était claire. On pouvait attaquer une femme, mettre en scène des objets, détourner les regards, mais il existait aussi des documents, des correspondances, des signes qu'on ne laissait pas volontiers en évidence. Il pensa aux lettres qu'il avait trouvées, esquisses d'accords, promesses voilées, chiffres complices griffonnés au bas d'une missive. Il ne les exhiberait pas à la légère. La cour aime les bagarres, mais préfère que l'on meure de la main d'un ennemi que d'un scandale mal ordonné. Pourtant, il sut qu'il n'allait pas laisser la jeune fille disparaître sans tenter quelque chose. Il appela Mathieu et donna des ordres. « Suis chaque piste. Fais parler ceux qui ont des raisons de garder le silence. Ne permets pas qu'on cache les lettres. » Mathieu quitta la chambre avec la patience du serviteur fidèle et la ruse du familier. Henri, assis droit au milieu de ses coussins, regarda la rose blanche que Geneviève avait, sans le savoir, laissée en déposant un fragment de linge sur un fauteuil. Il pensa à la fragilité des choses et à leur force paradoxale. Une rose, une main offerte, un mot posé sur une table. Il se promit que la vérité trouverait une porte, même si cette porte devait être forcée. La cour, de son côté, continuait d'affûter ses lois non écrites. Chaque coup porté contre la servante était réfléchi, calibré. Là se tenait l'arrière-boutique du pouvoir. On sait manier la disgrâce comme on polit un meuble pour qu'il brille, à l'instant précis où il doit être offert au public. Mais, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose avait résisté, et cette résistance, née d'une main brûlée par le savon, avait le souffle de la vérité. Les heures suivantes furent celles où l'on range les pièces sur l'échiquier. Des alliances se formèrent à demi-mot. Le comte d'Armilles cacha un sourire qui parlait de gains à venir. La marquise de Sénac fit en sorte que l'on ne voit pas ses excès. Madame Cloutier s'efforça désormais d'appuyer sa vigilance d'une moindre clémence, et dans l'ombre, Henri rassembla patiemment ses forces, non pour l'épée mais pour l'exposer. Geneviève fut conduite dans une petite chambre, d'où elle verrait le ciel par un soupirail. La pièce sentait l'huile et le temps. Elle s'assit sur la paillasse, prit ses mains, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, sentit la peur, non du châtiment, mais de l'effacement. On lui proposa l'exil à Chambord, une ville dont on parlait comme d'un lieu où l'on était encore moins qu'à la cour. Là-bas, on oublie vite. On lui dit que cela sauverait sa réputation si elle acceptait, qu'on lui épargnerait une procédure humiliante. Mais l'effacement pour elle signifiait l'impossibilité de dire ce qu'elle savait. Elle pensa à Henri, à sa voix mesurée, à la façon dont il n'avait pas humilié en la remerciant. Son geste n'avait pas été une injure, il avait été un point d'appui. L'idée de disparaître, sans pouvoir dire que l'on l'avait forcée, lui semblait une trahison d'un principe qu'elle n'avait pas voulu trahir. Il y avait là une petite flamme qui la tirait à rester, à parler, à ne pas laisser la cour mettre sa main sur le récit. Quand on vint lui apporter la réponse, elle prit une décision qui n'était pas calculée. Elle refusa l'exil. Elle refusa les beaux mensonges qui enlaçaient les choses.
Elle décida de se battre, non pour elle seule, mais parce que le geste qu'elle avait fait n'était pas seulement le sien. Il appartenait à ceux qui n'avaient pas voix, et il méritait d'être défendu. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre lente et piquée. Une servante avait choisi de rester, malgré la proposition d'un départ sûr. La cour, qui aime les fins ordonnées, n'avait en revanche pas de protocole pour une telle obstination. Armil fronça les sourcils. Sénac jeta un regard qui pouvait être lu comme une promesse. Leur force, désormais, allait s'affronter non plus dans le vacarme des salons, mais dans les pièces closes, où l'on écrit les décisions. La première partie de la bataille se terminait sur une promesse silencieuse. Geneviève, dans la nuit, veilla, la fenêtre à demi ouverte, une rose blanche posée sur la table. Henri, de son côté, rassembla ses papiers et dit à Mathieu, d'une voix qui n'admettait ni doute ni demi-mesure, « Il faudra que la vérité paraisse, mais la cour aime l'ombre. Nous la lui prendrons, goutte à goutte. » Il y eut des nuits où l'on croit entendre la cour respirer comme une bête qui dort à moitié, et d'autres où chaque souffle paraît une conspiration. La suivante se rangea parmi les secondes. Mathieu disparut avant l'aube, enveloppé d'un manteau plus noir que la nuit, et ne revint que lorsque les premiers serviteurs apportèrent le café brûlant aux appartements ducals. Ses yeux avaient la clarté d'un homme qui avait vu quelque chose qu'on cache habituellement aux chambres closes. Il posa sur la table une liasse de lettres, toutes pliées à l'identique, portant une écriture pressée et des interlignes qui signalaient l'urgence de quelques dessins. Il y avait des noms, des montants, des termes de concession, des directives furtives pour l'attribution des droits de pontage sur la rivière et pour le triage des approvisionnements de sel. Les lettres n'étaient pas signées avec fracas. Elles portaient des abréviations convenues, des petits signes sous la forme d'un monogramme que Mathieu ne tarda pas à désigner d'un doigt tremblant. « C'est le signe du comte », dit-il. Et celui-ci, la marquise connaît bien sa façon d'ajouter une virgule quand elle veut que tout soit plus net. Henri observa le parchemin sans hâte. Les choses qu'on possède en trop grande quantité deviennent traitables. Dossiers, chiffres, indices. Ce qui donnait du poids à ces feuilles, ce n'était pas leur nombre mais la ponctualité de leurs rencontres, des paiements réguliers, des noms de fournisseurs choisis, l'évidence d'un trafic qui ne relevait ni du hasard, ni du geste charitable. Il les prit en main, sentit la texture du papier humide d'un pli récent, la trace presque invisible d'un cachet que l'on avait retiré au couteau. C'était le genre de petite maladresse que commettent ceux qui croient à la confiance éternelle. « Où les as-tu pris ?» demanda Henri sans colère, plutôt pour connaître le théâtre de l'opération. Mathieu répondit, la voix basse, « Dans les tiroirs du secrétaire du comte. La serrure était légère. Un valet a laissé sa fenêtre ouverte, et j'ai attendu qu'il aille chercher son tabac. Il y avait d'autres notes. Un registre aussi, mais il faut plus Dieu pour le déchiffrer. » Henri hocha la tête. Il connaissait la prudence des voleurs d'écriture. Il laissait parfois une trace pour qui savait lire. « Fais-nous un inventaire, dit-il, et que Madame Rousset garde Marthe près d'elle. Il faut que ces papiers restent à l'abri jusqu'à ce que nous ayons compris ce qu'ils disent. » Madame Rousset, qui n'avait pas pris la parole durant toute la consultation, posa alors sa main ridée sur la table. Sa voix, grave, contenait la sécheresse d'un bois ancien. « Il faudra des témoins, dit-elle, et pas seulement des feuilles. Les marchands parlent quand on les met devant leur registre. Qui leur promettait des choses? Qui payait? C'était la seule ligne qui reliait une paperasserie à une condamnation publique. La mise en évidence d'un flux d'argent ayant servi à acheter des faveurs. Les lettres étaient une clé, mais il fallait la serrure et le greffier pour certifier qu'elles avaient été écrites et signées, pour le dessin indiqué. Pendant ce temps, Geneviève ne resta pas inactive. Son rôle d'ouvrière du linge lui donnait un accès que peu soupçonnaient. Des poches cousues, des doublures, des replis de robe où se glissaient, parfois sans qu'on y prête garde, des morceaux de papier. Travaillant doucement, en écho à la méthode de sa main, frotter, plier, rendre, elle remit la main sur un petit bout de parchemin que l'on avait glissé entre le satin et la doublure d'une robe trop luxueuse pour que l'on y cache des choses sans que quelqu'un ne s'en aperçoive. Le fragment portait une note brève, couvrir l'envoi vers Chambord, A, et, en marge, une adresse abrégée,
celle d'un négociant en sel dont la boutique jouxtait le port. Geneviève apporta le morceau sans l'exposer comme une victoire. Elle le posa devant Henri, qui le lut lentement, comme si chaque mot possédait sa propre densité. Il sentit la géographie de l'affaire se dessiner. Un marchand, un paiement dissimulé, des livraisons inventoriées selon des codes. Cela suffit pour demander qu'on appelle le greffier royal, murmura-t-il. Mais d'abord, que le marchand parle. Si l'on peut prouver que son registre concorde, nous aurons une trace. Mathieu reprit la route, cette fois non plus dans la nuit, mais entre les boutiques matinales, tâtant discrètement le pouls des venelles. Il revint avec un homme bourru, fripé d'un hiver de travail à la mer, qui fut introduit dans un cabinet où la lumière était réglée pour adoucir les traits. Le marchand, une fois face aux feuilles, eut d'abord le geste de se dérober, mais sous la question mesurée d'Henri et la présence solide de Madame Rousset, il finit par parler. « Il me promettait un monopole, dit-il, les mots arrachés comme à un linge trop savonné. Des droits pour charger sans vérifier, des permissions pour laisser les bateaux accoster hors des postes. Il m'envoyait des lettres quand il y avait des commissions, et je mettais l'argent de côté comme on met de côté le sel. Parfois j'écrivais dans mon registre, parfois je donnais des choses en liquide. C'est honteux, Seigneur. Mais j'ai tout noté, comme on note le fret. » Le marchand tendit un cahier jauni où figuraient des entrées et des sommes. À côté d'une date, une abréviation rappelait l'initiale qu'on avait relevée dans les lettres saisies. Des traces de cire scellaient parfois des bordereaux pliés dans la marge. C'était la sorte de preuve matérielle qu'on ne fabriquait pas aisément, et pour qui possédait une plume, les chiffres finissaient toujours par parler. Henri, sans triompher, sentit l'architectonie du piège prendre corps. Armille et la marquise avaient ourdi un réseau d'avantages, utilisant la pompe et la solennité du conseil pour dissimuler des arrangements. La façon dont ils s'y prenaient était mesurée, presque administrative, ce qui la rendait d'autant plus dangereuse. On avait affaire à des gens qui savaient masquer la corruption sous la robe de la légalité, mais il fallait plus qu'un marchand repentant. Il fallait un fil incontestable, quelque chose qui lirait les lettres au comte et à la marquise, une preuve que ne pourrait renverser leur verbiage habile. C'est alors que Marthe, la lingère, osa confier ce qu'elle avait vu. Elle parla d'une nuit où elle avait croisé un domestique étranger, un garçon aux manches salies de suie, qui avait été payé pour dérober un paquet de la garde-robe du comte. Il avait filé vers l'atelier du port, puis tout avait disparu. Elle se souvenait d'un carrosse qui n'était pas inscrit au registre habituel, d'un feu de lanterne qui brillait trop pour une simple ronde. Elle se souvenait surtout d'un mouchoir brodé qui avait été posé par erreur sur la couche d'un domestique. Peu à peu, ces paroles tissèrent le paysage de constats où les petites maladresses convergeaient vers un dessin. Henri prit la pièce, le mouchoir, l'examina. Il reconnut l'ouvrage d'une main certaine. Le fil et les points correspondaient à la finition demandée par la marquise de Sénac dans ses commandes. Il était impossible, dès lors, d'affirmer que l'objet avait glissé seul, sans intention. On tenait maintenant un objet, un témoin obéissant. Il marquait la présence et l'action de quelqu'un, celui qui payait, celui qui commandait, celui qui ferait disparaître. Les jours qui suivirent furent consacrés à l'assemblage méthodique de l'affaire. Chaque acteur joua son rôle. Mathieu visita les débiteurs et obtint des aveux timides. Le marchand donna des copies de quittances qu'il avait tenues pour mémoire. Madame Rousset alla interroger des anciennes domesticales de la marquise, qui connaissaient les horaires et les habitudes. Même un intendant d'Evreux fut approché, non par promesse d'impunité, mais par une stratégie plus habile. On lui montra des feuilles. Son visage, d'abord figé dans le masque professionnel, se dérida progressivement. Les initiales qu'il avait signées pour valider des livraisons, ses annotations dans les registres de la maison, tout concordait trop étroitement. Devreux, homme aux matériaux prudents, comprit l'étendue du feu qu'on avait attisé. On le pressa d'expliquer. Avait-il signé pour négligence, par connivence, par crainte? Sa réponse fut mesurée. J'ai signé parce qu'on m'a assuré qu'il s'agissait d'ordre du conseil. Je n'ai pas fait attention aux bénéficiaires. Je n'avais pas toutes les pièces. Je rendrai ce que j'ai promis si le roi l'ordonne. Il était,
dans son aveu, moins un coupable que le rouage d'une machine trop bien huilée. Il manquait l'ultime pièce, un envoi, une preuve que la marquise et le comte avaient échangé des ordres qui allaient au-delà de lettres anonymes. Et cette pièce apparut de façon plus humble encore qu'une révélation. C'était une facture, l'une de ces feuilles que l'on jette et que l'on retrouve quand on ne sait plus où la jeter. Elle fut trouvée par hasard, entre deux draps, pliée comme si l'on voulait que personne ne la voie. La note comportait un envoi payé par le comte pour un lot de boutons d'or qui n'avait jamais été porté en public. La facture était adressée, nom et cachet, à la marquise. Ce lien était la preuve du lien matériel et direct entre les deux conspirateurs. Ils tinrent tout sous clé. Henri sut qu'une confrontation publique, sans ordre et sans préparation, ferait plus de mal que de bien. Ils préparèrent donc l'audience comme on prépare une pièce. Répétition mesurée, choix des témoins, ordre des révélations. Personne ne devait être pris au dépourvu, et surtout pas le roi. La monarchie aimait garder ses formes. C'est en respectant ses formes que l'on pouvait la gagner à la vérité. Lorsque le duc demanda audience, il le fit en homme qui connaît la valeur des mots calibrés. « Sire, il existe en notre maison des pratiques indignes du service que nous devons à la couronne, » écrivit-il au roi. Il savait que l'on n'obtient pas la faveur royale par la colère mais par l'évidence. Le roi, curieux et prudent, accepta d'entendre la requête en conseil. Il fixa la date en peu de jours, non pour abréger le procès, mais pour que la cour n'eût pas le temps de fabriquer de faux témoins. La grande salle où l'on décida de tenir l'audience avait des panneaux de chêne poli, des tentures aux armes fanées par les années, et un dais qui rendait la parole royale 2 fois plus lourde. On installa, selon le protocole, une table où seraient posés les papiers, des chaises pour les accusés et des stalles pour les témoins. La rumeur circula comme un souffle électrique. Tout le palais savait que Henri, qui avait été mis au centre comme un objet d'étude quelques nuits plus tôt, venait maintenant réclamer justice. Les salons se divisèrent en factions. Ceux qui croyaient que le duc exagérait, ceux qui espéraient y voir le dénouement d'affaires plus terre à terre. Le jour de l'audience, la cour prit son air le plus solennel. Les nobles s'installèrent dans leurs places. Les dames posèrent leurs éventails avec des gestes étudiés, et les secrétaires sortirent leurs plumes. Le roi arriva, entouré de ses conseillers et du greffier royal, dont la plume était la balance qui déciderait de la portée des mots. Henri entra, poussé par le courage ténu de ceux qui savent qu'ils ne font pas que se défendre mais qu'ils portent une cause. À ses côtés, Geneviève, en tenue digne, portait la blancheur de sa rose sous la forme d'une broche discrète, cousue là par Madame Rousset. Son visage était calme, comme celui de qui a accepté d'être le signe de quelque chose de plus grand que soi. Elle avait accepté d'être témoin, non pas pour designer une revanche, mais pour dire la simple vérité, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait senti en tendant le bras. Le comte d'Armilles entra avec la lourdeur calculée de ceux qui ont vécu d'un sourire. À ses côtés, la marquise rayonnait d'un éclat froid. Ils saluèrent selon la règle, et s'assirent comme si la salle leur appartenait. La séance commença par l'énoncé des faits. Le secrétaire royal lut les premières pièces, les lettres saisies, les quittances du marchand, les extraits du registre. Les feuilles, une à une, se succédaient sur la table comme les perles d'un chapelet malveillant. Le greffier parla d'une voix neutre, laissant aux mots la charge de leur propre force. Lorsque vint le moment pour Geneviève de prendre la parole, un silence tomba, plus lourd que n'importe quel murmure. Elle se leva, le dos droit, et raconta ce qu'elle savait. Le bal, son geste, le panier où avait été trouvé le mouchoir, la nuit où Marthe avait vu un domestique rôder, la manière dont on avait dissimulé une lettre entre les robes. Elle raconta sans emphase, en nommant les gestes et les objets, décrivant les heures et les allées. Ce que ses propos eurent d'efficace n'était pas un nom tonitruant, mais la précision des détails qu'ignorait toute fiction et que connaît seulement l'habitude. La saveur du savon sur les doigts, la couture d'un ourlet, la façon dont un carrosse grince une roue sur le pavé humide. Le comte protesta, faisant valoir que la parole d'une lingère ne saurait contrebalancer la parole d'un noble homme. La marquise s'indigna que l'on mette en doute sa probité. Ils apportèrent des témoins, des gens qui attestèrent qu'ils avaient agi dans les règles. On essaya de brouiller le fil,
On tenta d'embrocher les observations par de faux contre-récits. Mais Henri avait prévu les ripostes. Il fit appeler le marchand qui témoigna, lisant devant l'assemblée des passages de son registre. Sa voix trembla lorsqu'il prononça les montants, et le silence fut un voile qui laissa passer l'horrible évidence. L'échange récurrent. Le greffier prit alors un ton que nul ne contestait. Il fit comparaître Madame Cloutier, dont on avait initié la convocation. Sa présence fut un coup porté aux accusateurs. Elle avait, par devoir ou par peur, signé des états de dépenses. Son visage se pâlit, mais elle parla. « J'ai été trop prompte à condamner », avoua-t-elle. « J'ai rédigé un rapport sur des objets manquants pour protéger la maison. Mais je n'ai jamais vu l'argent qui devait prouver la culpabilité de la jeune fille. Sur mon serment, je n'ai pas cessé d'entendre des termes qui dépassaient mes compétences. Il fallait plus qu'un mouchoir pour la condamner. » Sa parole fut comme un vent qui dégraissa les embuscades. Devreux, appelé à son tour, remit entre les mains du greffier des notes qui confirmaient les mouvements financiers. Signés sous son paraphe, il y avait des ordres d'expédition qui concordaient avec les quittances du marchand. Les pièces s'empilaient, chacune liait un segment du réseau. L'assemblage n'était plus une hypothèse, mais une preuve tangible. Le comte tenta encore un dernier geste. Il fit porter une lettre anonyme, prétendant que l'on pouvait être victime d'un complot. Il pointa le doigt vers Henri, et insinuait que le duc, blessé dans l'honneur, cherchait à régler une querelle personnelle. Mais le greffier ouvrit alors une petite boîte que Mathieu avait gardée secrète. Dedans, scellés à la cire, il y avait des copies de correspondances qui montraient non pas l'invention d'un orgueil blessé, mais l'organisation froide d'une main qui savait jouer la finance et la faveur. Les cachets correspondaient aux scellés que l'on retrouvait au bas des lettres saisies. La lecture publique de ces documents fit vaciller des visages. La marquise crut d'abord que l'on la combattait injustement, puis ses mains se mirent à trembler, et elle cessa de répliquer. Le comte, furieux, s'exclama, proférant des menaces sourdes. Mais la salle, jusqu'alors si attentive aux élégances, prit conscience que l'on n'avait pas affaire à de simples manœuvres de salon. Il y avait, derrière eux, des profits retirés d'un monopole. Les pensions, les charges, les concessions. Autant de termes qui, prononcés là, perdaient leur noblesse. Le roi, après avoir écouté, se leva. Sa voix, lorsqu'il parla, n'eut rien d'emphatique. Elle fut l'expression d'une justice privée et d'un étonnement public. Il ordonna l'ouverture d'une enquête complète, la restitution des sommes détournées, la révocation de titres et, surtout, l'exclusion du comte d'Armilles du conseil pour une durée que la précaution ne réduisit pas. La marquise fut retirée des cérémonies officielles et sommée de rendre des comptes. L'onde de choc fut telle qu'on vit des conseillers intervenir pour apaiser la tension, se préoccuper surtout d'éviter que l'on jette l'opprobre sur tout le corps du conseil. Quand l'audience prit fin, la rumeur de la disgrâce circula plus vite que la lumière du soir. On raconta d'un côté la chute d'un comte, de l'autre la dignité retrouvée d'un duc. Henri, sans ostentation, sentit le poids du temps se dénouer de sa nuque. Il n'était pas homme à jubiler. Sa pensée alla d'abord aux réparations nécessaires, au nom des gens dont on avait ruiné la subsistance. Il demanda au roi, à voix basse, que l'on restitue ce qui avait été détourné, et qu'on ordonne un audit des concessions pour s'assurer qu'aucune autre main n'avait profité de la calamité. Puis vint la reconnaissance portée à Geneviève. Le roi, conscient de ce que représenta la scène publique, voulut une marque qui dépassa la simple parole. Henri, prenant la parole devant l'Assemblée, proposa que la jeune femme soit reçue officiellement à la maison ducale, non comme une faveur isolée, mais comme une nomination qui ferait jurisprudence. Elle n'a pas cherché la faveur, dit-il. Elle a tendu la main quand l'on l'exposait. C'est par cette main que la vérité est venue. Le roi, qui avait entendu la foule de voix et vu la détermination d'Henri, consentit. Il ordonna que Geneviève fût nommée assistant-inspectrice des ménages de la maison ducale, charge qui lui donnerait autorité pour gérer l'inventaire, protéger les domestiques et veiller au bien de la maison. Le geste, au regard de l'étiquette, fut discret, mais il possédait l'envergure d'un symbole. La main d'une servante se trouvait ainsi ancrée dans l'appareil qui régissait la maison même. Le lendemain, la cour fut un théâtre d'effervescence. Ceux qui avaient applaudi la chute s'en allèrent, satisfaits de voir les hauts murs tomber un peu. D'autres se retirèrent dans la honte.
Madame Cloutier dut faire face à sa propre conscience et finit par présenter des excuses publiques à Geneviève, reconnaissant qu'elle avait agi par peur et non par justice. Devreux, dont l'ambiguïté avait été démasquée, signa des engagements de réparation et quitta son poste. Les concessions, sous la pression d'un audit royal, furent revues et certaines révoquées. Le port se remit à payer selon des règles plus strictes et le marchand, désormais affranchi de la peur, reçut la possibilité de réparer ce qui devait l'être. La nomination de Geneviève eut des répercussions que nul n'aurait pu prévoir dans la cerne d'une soirée de bal. Elle fut introduite officiellement dans les registres, et sa charge lui donna non seulement des fonctions, mais un rang qui la protégea de l'effacement. On l'accueillit d'abord avec un mélange d'étonnement et de raillerie, puis, peu à peu, la tenue de son office fit taire les sarcasmes. Elle regarda les chiffres, composa des rapports, observant d'un œil neuf les mécanismes qui avaient permis que l'on vole sous la cape du protocole. Son travail fut méthodique, patient et sans effet de gloire. Remettre l'ordre où l'on avait laissé le désordre se répandre. Henri prit soin que son geste ne fût pas un simple remerciement. Il souhaitait que la reconnaissance publique fût durable, qu'elle changeât les conditions plutôt que d'effacer le souvenir d'une nuit. Ainsi, lorsque la première réunion du Conseil, après la purgation, eut lieu, on vit Henri siéger à nouveau à la table avec une force reconnue. Il parla peu, mais ses interventions furent plus écoutées que par le passé, non parce qu'il avait demandé à être entendu, mais parce qu'on avait vu la fragilité humaine être prise pour un argument, puis transformée en principe de justice. La relation entre Henri et Geneviève ne prit pas la forme d'un conte précipitamment enlacé. Elle se noua en une lente proximité, faite de silences partagés, d'échanges de regards, de moments où l'on laissait l'autre être simplement présent. Ils se rencontraient d'abord dans les affaires, au comptoir du linge comme au dossier des concessions, et plus tard dans les instants qui valent ce que les mots ne peuvent saisir. Henri apprit à écouter les récits de la jeune femme sur le métier, sur ces gestes répétés qui sont la mémoire des maisons. Geneviève, de son côté, apprit à lire les papyrus grisés par les négoces et à reconnaître derrière l'encre la structure d'un négoce qui souffrait d'un vice moral. Il y eut un après-midi où ils allèrent, comme une coutume naissante, dans le jardin clos de la maison ducale. C'était un petit espace où les roses, malgré le climat parfois ingrat, tenaient bon. Geneviève s'assit près d'une bordure et caressa une fleur qui n'avait pas encore rougi. Henri, sans fioriture, se tourna vers elle. « Tu m'as tendu la main au moment où l'on m'exposait comme on expose un trophée, » dit-il. « Tu n'as pas cédé à la peur. Pour cela, je suis redevable. » Elle prit la rose, la pressa légèrement contre sa paume. « Je n'ai pas fait cela pour être remerciée, » répondit-elle simplement. « J'ai agi parce que je ne supportais pas que l'on construise la disgrâce sur des gens qui n'avaient pas voix. J'ai tenu ton bras parce que c'était la chose à faire. » Henri sourit, un sourire sans faste. Il sortit alors de sa poche un petit sautoir, une pièce d'orfèvrerie sobre, une plaque d'argent travaillée en forme d'écusson, où était gravée une rose en filigrane. C'était un objet simple, mais il portait une intention. « J'aimerais que tu le portes, » dit-il. « Pas pour la parure, mais pour que l'on sache, au bout d'un fil, que quelque chose a changé, que l'on ne puisse plus faire disparaître une main qui a tendu la vérité. » Geneviève prit le sautoir. Son visage ne s'orna ni de larmes ostentatoires, ni d'un rire bruyant. Il y eut un mouvement discret, comme la reconnaissance d'une chose posée au bon endroit. Elle passa le ruban autour de son cou, et l'écusson reposa contre sa poitrine comme la preuve d'un lien tacite. Les saisons continuèrent de suivre leurs accords. Le comte, déchu, chercha à rassembler des soutiens, mais le temps avait épuisé ce qui le soutenait. La marquise, plus isolée, dut vendre des bijoux que l'on disait anciens pour couvrir des dettes et faire face à l'éclat d'une réputation ternie. Certains nobles, qui avaient d'abord applaudi la chute, firent front pour préserver l'apparence de leurs affaires. Mais les registres, cette fois, circulèrent plus largement, et des commissaires furent placés pour veiller au compte. Dans la maison ducale, les choses se remirent à fonctionner selon une nouvelle évidence. Geneviève prit sa charge avec la conscience de qui sait qu'un rôle public n'efface pas la solitude d'une vie modeste. Elle fit des choix,
protéger ceux qui travaillaient à la lessive, rendre compte fidèlement, refuser les cadeaux honteux. Son influence fut discrète mais réelle. Elle obligea à la transparence et obligea aussi les têtes pensantes à entendre la parole de ceux que le monde oubliait. Il y a eu des moments où la tendresse entre elle et Henri s'exprima en gestes minuscules. Un livre apporté par Mathieu, une phrase sur un parchemin, le partage d'un thé dans une chambre ouverte. Ils parlaient peu de l'avenir, parce que la vérité qu'ils avaient apportée leur enseignait la patience. Leur affection se formait à la manière d'un édifice, fondation solide, pierre après pierre, respect érigé comme une couverture. Le peuple apprit l'histoire comme il apprend les chansons, en reprenant les refrains qui font sens. La servante qui donna son bras au duc devint le signe d'une certitude nouvelle. Il existait des gestes qui, même modestes, pouvaient implanter la justice. Des mères racontèrent l'épisode à leurs enfants, non comme une fable de grandeur, mais comme l'histoire d'une main qui refusa l'obscurcissement. Mais le récit ne fut pas seulement céleste. Il comporta aussi une part d'apprentissage. La cour comprit qu'un geste isolé n'aurait jamais suffi sans la constance d'hommes et de femmes prêts à ramasser les miettes d'une vérité et à en faire une table. Henri le savait mieux que quiconque. Il pensait souvent à la multitude de petites tâches qui avaient permis la mise à jour. Les doigts de Geneviève sur un ourlet, la plume du marchand, la plume de Mathieu, la mémoire de Madame Rousset. C'était la preuve que la justice, pour durer, avait besoin de témoins, et que les actes de courage prenaient sens lorsqu'ils s'inscrivaient dans une chaîne. Un soir d'automne, alors que le jardin laissait choir ses premières feuilles, et que la lumière devenait plus claire, Henri invita Geneviève à marcher avec lui. Ils se promenèrent lentement, comme l'impose la chaise roulante, mais sans hâte. La conversation flotta vers des sujets ordinaires, le goût d'une soupe de betterave, l'odeur d'un linge frais, la particularité d'un comptage, et la tendresse, de la sorte, se trouva dans la mesure des choses simples. Au détour d'un parterre, Henri s'arrêta. « Il y aura des jours où les courants reviendront, » dit-il. « Les jeux d'ombre ne disparaissent jamais tout à fait. Mais je veux que tu saches ceci. Ni toi ni ta voix ne seront plus traités comme un objet qu'on jette. On n'effacera plus ta présence. » Geneviève, qui avait appris la modestie de la réponse, posa la main sur la sienne. « Je ne veux pas être protégée par la pitié, » dit-elle. « Je veux être tenue pour responsable des choses que je fais. Je veux pouvoir dire la vérité sans qu'on la fasse souffrir. » Henri prit la main qu'on lui tendait. Il y eut dans ce contact une matérialité qui n'avait rien d'exagéré. La reconnaissance, l'accord silencieux d'un avenir qui ne serait pas précipité, mais qui se construirait à l'épreuve. Ils ne parlèrent pas de mariage, ni de promesses qui auraient défiguré le réel. Ils se promirent seulement d'être reconnaissants envers ceux qui les avaient rapprochés. Un geste interdit, un bras offert, la force d'une manière d'être. Le sautoir resta à son endroit, un petit soleil qui rappelait la rose blanche. Parfois des visiteurs demandaient la signification de cet écusson. Geneviève répondait avec une modestie mesurée. C'est un souvenir d'une époque où l'on a choisi la vérité. Et cela suffisait. Un jour où l'on célébra la remise en ordre des comptes, la cour se rassembla pour reconnaître non seulement la chute d'un compte, mais la force d'une décision qui avait rendu justice. Henri, debout devant l'assemblée, prononça quelques mots en hommage à ceux qui avaient été floués, et la salle, étonnamment, écouta. Ce fut un moment de réparation, lent et prudent, mais authentique. La dernière image que le château offrit à ceux qui y passèrent fut simple. La rose blanche, maintenant plantée près de la fenêtre du cabinet ducal, battue par les vents mais tenace. Elle rappelait que l'on peut naître de la blancheur d'un linge, du geste d'une main qui refuse l'injustice. La preuve que la dignité peut surgir où l'on s'y attend le moins. Et lorsque la nuit venue, la salle se fit calme et que les derniers torches prirent la forme d'un souvenir, Henri, seul un instant, posa sa main sur la table et dit à voix basse, comme pour sceller à lui seul une promesse. On ne la fera plus disparaître. Si cette histoire vous a touché, dites-nous en commentaire quel geste vous a le plus surpris. Et si vous voulez d'autres récits de courage et de justice, découvrez la playlist recommandée juste après la vidéo.